pour en parler, nous retrouvons Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes expert en questions internationales. Tout d'abord, Gamal Abina, comment la libération reflète-t-elle le rôle central de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme? La centralité de l'Algérie dans le terrorisme, c'est d'abord la lutte contre des terrorismes internes, hein. On se souvient de ce qui s'est passé dans les années 90, la décennie noire qui a quand même produit la mort de centaines, au moins une centaine de milliers de personnes ou plus. C'était un moment de vraiment d'isolement de l'Algérie qui était ostracisée et dont on considérait que le pays était quasiment perdu et dont on imaginait qu'il y aurait un pouvoir alternatif qui prendrait les commandes. Et ils ont eu une expertise sur le terrain qui a duré longtemps, qui a été difficile, douloureuse, qui a conduit malheureusement à beaucoup de pertes humaines, mais qui a permis à l'Algérie d'améliorer ses compétences en matière de renseignement, de recherche, de traque et de dégradation entre guillemets de la relation de certains terroristes avec parfois des gens de la population. Donc ils ont fait en sorte effectivement d'endiguer ce phénomène et de le repousser à telle enseigne qu'il était repoussé jusqu'aux frontières. Donc c'est vrai que ces questions-là sont posées pendant 10 ans, ça a été réglé à la fois par des négociations directes avec des personnes qui n'ont pas de sang dans les mains et qui pouvaient être réintégrées, la concorde civile dont on a entendu parler au début des années 2000, mais surtout la recherche et la traque systématique de ceux qui ont du sang dans les mains et qui continuent à porter les armes pour porter le coup de fer en Algérie. On a vu l'affaire du champion gazier d'In Amenas, où il y a eu effectivement une opération très puissante, mais que l'Algérie a su maîtriser de façon très forte et qui a conduit ces fameux terroristes à partir plus au sud, du côté du Mali ou d'autres régions du sud de l'Algérie. Et selon vous, Gamal Abina, quelle a été l'implication des autorités algériennes dans la médiation pour cet otage espagnol? Alors, la tradition algérienne, c'est d'abord et avant toute chose une force militaire, on le sait, mais surtout une force de négociation. L'Azawad, par exemple, qui est donc à la manœuvre, qui fait partie des différentes personnalités, enfin, des différents groupes avec lesquels l'Algérie a discuté, l'armée algérienne, les services de renseignement, sécurité, l'Azawad était à la manœuvre parce qu'elle devait tout faire pour montrer qu'elle n'était pas un problème pour l'Algérie et qu'elle était toujours en position effectivement de force dans le sud de l'Algérie ou le nord du Mali. Et donc c'est l'Azawad qui a contacté directement ces groupes, c'est moins des terroristes que des groupes, on dira, de rançonniers qui cherchent des rançons, qui cherchaient à rançonner effectivement l'État espagnol en l'occurrence, puisque l'Algérie ne compose pas avec le terrorisme, ne paie jamais de rançon, donc qui s'adressaient à un pays occidental en disant on veut entre 150 et 250 millions de francs CFA pour vous donner ces terroristes, ou en contrepartie, ils auraient pu les vendre à Al-Qaïda, enfin ce qu'on appelle Al-Qaïda, l'ex-GSPC, ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc c'est différentes factions comme ça qui sont plus ou moins pas d'accord entre elles, mais qui sont toutes dans le même principe. Il leur faut de l'argent, il leur faut de l'argent pour acheter des armes, et donc il faut donc prendre des otages pour négocier cela. Eh bien l'Algérie a empêché cela, et c'est très bien. Les Espagnols ont échappé à cette négociation de marchand de tapis, et a réussi, en négociant directement avec les Awad, à récupérer cet otage, on peut le dire, c'est un otage, et à le redonner effectivement à son pays d'origine, l'Espagne. Et en quoi, selon vous, Gamal Abina, cette opération renforce-t-elle l'image de l'Algérie comme acteur incontournable sur la scène internationale? On sait que la fermeté militaire, on l'a vu avec l'opération qui s'était passée à N'Djamena, a été là, donc ça a déjà créé une sidération en face des terroristes qui voudraient maintenant s'attaquer au territoire national et prendre des otages de force comme ils ont voulu le faire sur ce site gazier. Ça n'est plus possible. Par contre, on sait aussi que l'Algérie a une expertise, et je l'ai dit souvent, diplomatique. C'est-à-dire qu'elle sait discuter avec des gens qui ne sont pas forcément fréquentables. On se souvient dans les années 70, par exemple, Carlos ou d'autres groupes palestiniens qui étaient radicaux. L'Algérie peut discuter avec tout le monde et le fait très bien. Et donc cette expertise qui renforce sa position, c'est à la fois une expertise de lutte contre le terrorisme, donc de lutte contre l'insurrection armée de certains groupes idéologiquement armés par l'étranger, il faut le savoir, et l'autre expertise, c'est celle de la négociation. On parle avec tout le monde, on ne s'interdit pas de discuter avec des gens qui ne sont pas recommandables, parce que l'objectif, in fine, c'est d'abord d'éviter des morts, d'éviter effectivement, en l'occurrence là, des rançons, et surtout d'éviter de renforcer des groupes qui sont des groupes en sécession totale, qui sont en déshérence, qui ont été égarés par des idéologies qui viennent de l'étranger, et qui voudraient effectivement créer un effet de chaos dans les pays dans lesquels ils s'installent. Eh bien, l'Algérie a su qu'il fallait à la fois ménager à la fois le bâton et aussi la carotte, être capable de tendre la main tout en étant ferme dans cette main tendue. Et cette expertise sur le terrain de 10 ans de guerre civile, tout de même de 10 ans de massacre quand même très important en Algérie, donne une légitimité à ce pays qu'aucun autre pays au monde a connu. C'est en cela qu'effectivement l'Algérie a cette double casquette, la fermeté et la diplomatie. Et cela renvoie donc à une doctrine, Gamal Abina, comment la doctrine algérienne, notamment de non-ingérence, mais aussi d'assistance humanitaire, s'est-elle illustrée dans ce cas précis?
Vous savez, plus d'une fois, l'Algérie a fait montre d'une certaine maestria dans les méthodes. On prend l'exemple, par exemple, d'un avion qui avait été détourné à l'époque au Moyen-Orient. Cet avion a atterri en Algérie et tout s'est bien passé. Il y a effectivement c'est une plateforme un peu de diplomatie, de négociation, qui soit visible ou invisible. Alors, en l'occurrence, on voit bien que les Algériens ne parlent pas, agissent en sous-main, et une fois que le résultat est obtenu, finissent par parler et remercient d'abord effectivement les différents acteurs qui ont conduit à la libération, mais surtout montrent des gages auprès de l'Espagne, ce qui va évidemment, et c'était déjà nécessaire, mais c'est très bien parce que ça s'est amélioré ces derniers temps, augmenter la qualité de la relation franco-espagnole, algéro-espagnole, excusez-moi, j'ai une bêtise, hein, c'est le contraire avec la France, augmenter la qualité de la relation algéro-espagnole et montrer effectivement à l'Espagne que nous sommes un pays crédible en termes de sécurité, en termes de sécurisation de ses ressortissants à l'étranger, en Algérie en particulier, et puis surtout, on est un pays pivot qui permet effectivement de lutter, de faire reculer le risque des rançons, le risque de la voyoucratie qui s'installe dans certaines régions, et surtout le risque de terrorisme qui serait alimenté par l'argent. Kamala Bina, vous avez évoqué d'autres épisodes de prise d'otages dans lesquels l'Algérie a joué un rôle primordial. Pourquoi l'Algérie est-elle souvent sollicitée pour des médiations dans des crises internationales? Alors certains ignorants s'imaginent que l'Algérie s'isole, ce qui est complètement ridicule. Hein. Vraiment, faut être un peu sérieux. L'Algérie est en froid avec trois pays, la France, le Maroc évidemment et les sionistes. Bon, les sionistes c'est normal parce que les sionistes ne reconnaissent pas les Palestiniens. Le Maroc pour des raisons historiques qu'on comprend aujourd'hui, et puis la France parce que c'est pareil, il y a un problème avec le passé colonial qui ne passe pas. Mais l'Algérie n'est pas isolée du tout. Elle s'entend avec tout le monde à merveille, on le voit bien, même dans le Sahel, quand il y a une petite tension avec le Mali, c'est une tension passagère, je pense que ça s'arrangera très rapidement, mais surtout elle n'est pas isolée avec les grandes puissances, elle s'entend parfaitement avec les États-Unis, votre documentaire en fait preuve, d'ailleurs on reçoit les autorités américaines tout comme on reçoit leurs militaires, elle s'entend parfaitement avec la Russie, on l'a bien vu avec les derniers sommets, elle s'entend parfaitement avec l'Iran, qui est un pays quand même qui n'a pas bonne presse dans le monde, elle s'entend avec l'Inde, ça va de soi, avec la Chine, avec tous les grands acteurs, je parle même pas en Afrique, avec les grands pays comme le Nigeria ou l'Égypte, donc l'Algérie n'est en rupture avec personne, pourquoi ? Parce que le fait d'être un peu, alors c'est vraiment un non-alignement à des rares pays qui peut se vanter et se targuer d'avoir respecté le principe de Bandung, des non-alignés, l'Algérie est non-alignée. Elle ne cherche pas à avoir une alliance absolue avec la Russie contre l'Amérique et vice-versa. Elle est capable de dire à un Trump félicitations pour votre victoire, tout comme elle a félicité Monsieur Poutine. Donc on est vraiment dans un pays qui est dans une position d'équidistance par rapport aux grandes puissances et qui sait gérer ses relations à l'Est comme à l'Ouest. Et en même temps, l'Algérie, c'est un pays qui a, je le disais tout à l'heure, une grande tradition diplomatique. On lui fait confiance. Elle a résolu des problèmes qui étaient insolvables. Les otages, par exemple, la prise d'otages des Américains à l'ambassade d'Amérique en Iran, c'est l'Algérie qui a résolu le problème. La question, effectivement, on l'a dit souvent, entre l'Iran et l'Irak, à l'époque où Saddam Hussein a négocié directement à Alger avec le Shah d'Iran pour éviter cette malheureuse guerre qui arrivera plus tard avec le Shatt al-Arab, donc du sud de l'Irak et de l'Iran. Et surtout, l'Algérie a su montrer, par exemple, par un travail de bons offices, la question palestinienne, on le sait aujourd'hui, à l'époque, l'Érythrée et l'Éthiopie, qu'elle est capable de rapprocher les points de vue de deux formations, de deux adversaires ou ennemis complètement antagonistes. Cela est-il peut-être dû, Gamal Abina, au principe de non-alignement prôné par l'Algérie? C'est exactement cela. L'Algérie a une position équidistante. Elle n'est pas du tout, elle ne dit pas, par exemple, je suis en guerre avec les États-Unis ou frontalement opposé aux États-Unis. Elle ne le dit pas non plus des Russes, ça va de soi. Elle n'a jamais été en froid avec la Chine, loin s'en faut. C'est un des premiers pays à avoir reconnu la République de Chine. Donc l'Algérie a su effectivement ménager, pas des alliances, mais des relations, de bonnes relations avec des grandes nations, parce qu'elle sait que dans un monde intégré, dans un monde où il y a des rapports de force qui bougent, eh bien, il faut toujours avoir l'intelligence de se positionner de façon médiane, de façon raisonnée. Et c'est l'image que renvoie l'Algérie. Je ne vais même pas vanter les qualités des diplomates algériens, qui, quels qu'ils soient d'ailleurs, à chaque fois qu'ils arrivent au Conseil de sécurité, sont brillants, on le sait. Ça commence de Bouteflika jusqu'à récemment encore la Mamra ou encore le dernier en date, qui à chaque fois nous font des sorties assez tonitruantes, assez extraordinaires. Puis l'Algérie, c'est quand même, et ça je veux rendre hommage quand même à un homme qui a compté pour l'Algérie, à son âme, Boumedienne, qui va imposer pour la première fois dans un pays du Sud la langue d'un pays du Sud à l'ONU sans prévenir. C'est ça l'Algérie. C'est à la fois des moments très forts, des moments de négociation, la Palestine qui arrive à l'ONU en 1974 avec Yasser Arafat, avec un discours que tout le monde connaît, et la volonté aujourd'hui de faire en sorte qu'effectivement que le monde aille mieux et qu'il y ait moins de tensions que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Et puisqu'on en parle, Gamal Abina, quels sont selon vous les principaux succès de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale? Alors le premier succès évident, évidemment, c'est sur le territoire national. Quand on a eu 10 ans de guerre effectivement violente contre le terrorisme, on peut parler d'un succès considérable parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas évident. On était avant le 11 septembre, le monde entier se fichait complètement du phénomène de ce qu'on appelait le djihadisme, qui vient d'Arabie en général.
cette idéologie un petit peu mortifère qui commence à mourir elle-même d'ailleurs. Et donc, elle a réussi sur ce terrain-là. Ensuite, à ses frontières. Elle a sécurisé ses frontières et elle a penché, par exemple, sur la question libyenne pour qu'il n'y ait plus de groupe armé qui intervienne en Libye. Elle le dit régulièrement et on espère que ça va aboutir. Puis ensuite, simplement, pour dire que même sur la question moyen-orientale, que ce soit de l'Irak en Afghanistan, l'Algérie a toujours une position où elle considérait qu'il fallait garantir les États-nations de type républicain plutôt que les théocraties. Donc tout ça, c'est des victoires sur le plan idéologique qui ont percé, mais j'ai envie de dire, la plus grande victoire, c'est quoi? Avant le 11 septembre, on est seul au monde à lutter contre le terrorisme. Après le 11 septembre, le monde se rend compte qu'il y a un danger considérable de la part de dogmatiques qui vont jusqu'au bout et qui sacrifient leur vie pour cela. Et l'Algérie était la première à lutter contre le terrorisme. Tout d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, rendons hommage à ce qui méritait d'être rendu quand même comme hommage, Kadhafi avait prévenu le monde aussi à la même époque. Donc ça pour dire qu'effectivement, la plus grande victoire à mon sens de l'Algérie, c'est d'avoir éveillé les consciences avant que ces consciences ne s'éveillent avec la chute des 2 tours du World Trade Center. Et peut-on, selon vous, Gamal Abina, qualifier cette libération d'exemple de la coopération de l'Algérie avec ses partenaires européens? Alors tout à fait, je dirais pas coopération, même si elle est passive de la part des Espagnols, puisqu'ils ont bénéficié sans pour autant avoir manœuvré. Mais une coopération sécuritaire, oui, quelque part, parce que le fait d'empêcher le rançonnement d'un Espagnol, on voit bien que c'est un vieux monsieur en plus, le fait d'empêcher cela, ça a donné du crédit à l'Algérie. Et surtout, elle est capable de discuter avec un groupe séparatiste avec lequel elle n'est pas forcément d'accord. Le mouvement de l'Azawad, c'est pas forcément notre tasse de thé, puisqu'il revendique le nord du Mali, mais aussi le sud de l'Algérie. Donc, elle l'a quand même fait parce que l'intérêt supérieur de la nation, et surtout le fait de sauvegarder une vie, a compté par rapport aux relations avec l'Espagne et l'Algérie. Donc c'est vrai que cette médiation s'est faite sur la base je sais pas ce qu'on va dire, d'adversaires qui sont pas forcément d'accord avec nous, mais qui ont compris l'intérêt effectivement de préserver la relation avec l'Algérie. Donc ça permet de calmer les tensions et ça donne du crédit effectivement à la diplomatie algérienne, parce que là il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu de coup de feu, on n'a pas tiré pour libérer cet otage, on l'a libéré en négociant directement et sans rançon, c'est important de le rappeler. Il y a certainement derrière un sous-jacent qui va arriver. Peut-être que l'Algérie va appuyer la paix au Mali avec les Zawad, enfin ce qu'on appelle les Zawad, donc c'est les Touaregs pour être très précis, faire en sorte qu'ils réintègrent leur pays normal qui est le Mali, et surtout faire en sorte qu'il n'y ait plus ces tensions régionales qui ne profitent à personne et certainement pas à l'Algérie. Et dans une conjoncture mondiale, Gamal Abina, où la force règne, quels enseignements tire-t-on de la capacité de l'Algérie à résoudre pacifiquement des crises internationales? Vous savez, la question des otages iraniens en 80, d'ailleurs ça fait chuter le gouvernement de Carter, les otages iraniens, enfin les otages américains dans l'ambassade d'Iran pris par les étudiants, c'était insoluble, ça a duré 1 an tout de même. Ils ont fini par être libérés parce que d'abord il y a eu une négociation directe et que finalement le tout s'est fait sous l'égide indirecte et directe de l'Algérie. Indirect parce qu'évidemment les Iraniens faisaient ce qu'ils voulaient, et direct parce que les Iraniens finalement avaient une bonne relation avec l'Algérie qui n'a jamais été en rupture. Donc, toutes ces négociations, Carlos, le détournement de l'avion, même récemment avec les Palestiniens, parce que l'Algérie n'est pas directement à la manœuvre, mais sur l'ONU, elle est présente. L'Afrique du Sud a suivi effectivement une ligne algérienne, on ne peut pas le perdre de vue. Il y a beaucoup que ça énerve parce qu'ils ont l'impression que l'Algérie ne fait rien, mais c'est un mensonge. Eh bien, toutes ces négociations démontrent que la parole vaut mieux que la violence, et effectivement l'Algérie explique, et c'est là où il y a une magistrat par rapport à la question diplomatique, l'Algérie explique qu'il vaut mieux négocier plutôt que de frapper. Frapper, c'est vraiment quand on est coincé. Mais si on peut négocier avant pour éviter effectivement des drames, des bains de sang, une destruction d'un pays, eh bien mieux vaut arriver par la négociation à trouver un terrain d'entente. Mieux vaut négocier pour libérer un otage. On le voit libéré, vous voyez qu'il sort d'un avion algérien en bon état et pas trop traumatisé malgré tout, plutôt que tirer pour l'attraper. Parce que là, effectivement, la violence mène toujours à la violence. Dernière question, Gamal Abina, cette libération de ce ressortissant espagnol pourrait-elle avoir un quelconque impact sur les relations algéro-espagnoles? Je le disais tout à l'heure, effectivement, la relation algéro-espagnole s'est déjà améliorée avant même cette libération. Mais là, ça a démontré à Pedro Sanchez qu'effectivement, il faut compter avec l'Algérie, non seulement pour des questions évidemment énergétiques, d'échanges économiques, mais il faut aussi compter avec l'Algérie pour des questions de sécurisation des frontières. Parce que si l'Algérie est stabilisée, ça profitera aux pays de la région qui vont se stabiliser, et il y a une nécessité impérieuse pour que l'Afrique du Nord, au sens large, que ce soit du Nord maghrébin ou subsaharien, cette Afrique à laquelle on tient tous, soit stabilisée. Pas de sécurité. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Et s'il n'y a pas d'économie, il y a de la sécurité. Donc, c'est un cercle vicieux qui se met en place. L'Algérie est plutôt partisane d'un cercle vertueux.
Et je vous ai promis une dernière question, mais vu le contexte aussi dans lequel intervient cette libération, il y a eu aussi hier la réunion présidée par l'Algérie au Conseil de sécurité concernant la sécurité et la lutte antiterroriste en Afrique. Le ministre algérien des Affaires étrangères a alerté quant à la dangerosité de ce phénomène en Afrique, mais particulièrement au Sahel. Qu'en pensez-vous ? Simplement que là où il y a la misère, là où il y a le désespoir, là où on n'a plus rien à perdre, les sirènes du paradis offert par certains illuminés sont assez séduisantes. Quand on vous dit ici vous êtes maltraité, mais dans l'au-delà vous serez merveilleusement bien placé, eh bien les gens sont capables d'entendre ça s'ils ont le ventre vide. Et donc l'Algérie est partisane de deux choses. D'abord, de dégrader cette idée fantasmée d'un islam qui serait djihadiste, parce que c'est complètement délirant, et en même temps elle dit qu'il faut apporter un minimum de moyens de survie ou de vie, ou même de vie digne, pour faire en sorte que ces gens aient quelque chose à perdre plutôt que de se lancer dans des aventures qui vont leur coûter la vie très souvent. Donc c'est l'idée algérienne de mettre de l'argent sur la table, de développer l'investissement productif, de développer la sécurité pour pouvoir investir, parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à créer des conditions de vie normales et dignes dans ces régions-là qui sont fragiles économiquement, vous le savez, eh bien ces régions-là risquent de se dégrader, risquent d'aller vers le pire. Donc le chaos étant la pire des choses, l'Algérie est partisane plutôt d'une construction sur la durée, il faut du temps, ça se fait pas en un laps de temps très court, mais le temps d'investir, de développer des conditions économiques favorables, ces pays pourront sortir enfin de l'ornière, parce que ce sont des pays qui potentiellement sont très riches en vérité. Donc selon vous, tarir d'abord les sources de financement du terrorisme et promouvoir le développement dans ces pays? Tout à fait. Assécher le source de financement, assécher l'idéologie, c'est important de rappeler que ces gens-là sont quand même des ratés. Ils ont tout raté dans leur combat, si ce n'est la mort qu'ils disséminent. Et surtout, alimenter la machine économique pour que des jeunes qui sont désœuvrés ne soient plus désœuvrés. Le désœuvrement, l'oisiveté, le fait de tenir les murs comme les hittistes dans les années 80, eh bien, ça conduit à faire n'importe quoi parce que le cerveau ne fonctionne plus normalement. Il fonctionne dans la rancœur, dans la frustration, dans une sorte d'esprit revanchard. Tout cela doit être tari. Donc, assécher le financement, assécher l'idéologie et alimenter la machine économique pour que des gens aient quelque chose à perdre. Gamal Abinaj, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci, au revoir. Merci beaucoup.